Pierre-Henri, on va commencer par ce sondage. Alors, vous avez l'habitude sur l'antenne de BFM Business. Chaque mois, BFM Business, en partenariat avec Challenge et la JP, publie le sondage sur le moral des Français. Ce mois-ci, on s'est intéressé tout particulièrement à la vision qu'ont les Français de l'économie allemande, et vous allez en parler dans Challenge cette semaine. Voilà, alors vous savez qu'on parle beaucoup de l'Allemagne en ce moment pour différentes raisons, et notamment sur les problèmes d'Ukraine et de défense, c'est devenu un allié plus que jamais indispensable. Donc on a eu l'idée effectivement de faire un sondage sur l'Allemagne et la vision qu'ont les Français de l'Allemagne. Alors, d'un point de vue économique et social, il y a le fameux modèle allemand, le modèle rhénan, qui nous a toujours... comment dirais-je, on ne va pas dire rêver, parce qu'on n'est pas dans ce registre-là. On a toujours admiré l'efficacité du modèle économique allemand. Donc effectivement, un modèle très efficace, avec on va dire une gestion des tensions sociales peut-être plus apaisée qu'en France. Oui, peut-être plus mature aussi. Plus mature aussi d'un point de vue politique, avec ce fameux système de coalition à l'allemande, et puis aussi dans la gestion des entreprises avec la cogestion. Alors tout ça a fait rêver, c'est ce qui a permis de reconstruire de façon extraordinaire l'Allemagne, d'en refaire la première puissance économique européenne. Ça patine un peu, mais les Français restent, c'est peut-être un peu un miroir inversé de ce qu'on vit en ce moment en France, le fait d'avoir une coalition, le fait de ne pas être stressé chaque vendredi soir par une agence de rating. Oui. Donc ça continue effectivement à susciter une forme d'admiration des Français, sauf que ça s'effrite un peu, ce qui est assez logique, puisqu'on va sans doute y revenir, l'économie allemande patine sérieusement. Ça fait 2 ans et demi que l'économie allemande est en récession. Et le système politique aussi, peut-être de façon moins prononcée qu'en France, mais ça se grippe un petit peu. Est-ce qu'on peut revenir sur les raisons qui font que l'Allemagne, effectivement, depuis 2 ans et demi, eh bien, l'économie allemande peine à redécoller, Philippe Trainard? Oui, en fait, l'économie allemande a été l'économie qui a été la plus choquée par la guerre en Ukraine, la plus choquée par les droits de douane de Trump, et par les plus choqués par les sanctions économiques qui ont été prises à différentes occasions. Donc c'est une économie qui est au cœur des débats politiques, et de ce fait qui a subi le choc le plus violent. D'un autre côté, une fois qu'on a dit ça, il y a l'autre aspect, c'est quand même l'économie qui a, parmi les économies du monde et de l'OCDE, qui a le plus de marge de manœuvre. Il suffit de regarder la dette publique, il suffit de regarder le déficit public. L'Allemagne peut s'autoriser, justement, face à un choc, elle peut s'autoriser de prendre des mesures exceptionnelles, ce que la France ne peut pas s'autoriser. Ce qui fait que nous subissons la conjoncture, tandis que l'Allemagne dispose des moyens et des marges de manœuvre pour s'adapter. C'est pourquoi moi je reste relativement optimiste. Oui, c'est ça. Si je comprends bien ce que vous dites, Philippe Trainard, c'est que l'économie allemande va repartir, selon vous. Il y a de fortes chances qu'elle reparte. Alors bien sûr, il y a des histoires d'amour qui se terminent mal, il y a des histoires en général qui peuvent mal se terminer, mais je pense qu'elle a beaucoup de force en sa faveur et qu'elle devrait redémarrer et qu'elle va nous étonner de nouveau. Gaël Sliman, présentez-nous les résultats. Donc ce sondage BFM Business, Challenge et AJP sur la perception qu'ont les Français de l'économie allemande. C'est la thématique de ce mois-ci. Je vais résumer un petit peu ce qu'on pense les uns et les autres et ce que pensent beaucoup de Français en disant que l'Allemagne est perçue encore comme un modèle par nos concitoyens, mais que l'aigle allemand a perdu quelques plumes ou a du plomb dans l'aile dans l'opinion publique française, parce que tous les éléments qui ont été abordés dans ces émissions, dans les journaux économiques, et qui parlent des difficultés économiques de l'Allemagne depuis ces dernières années, ils ont capillarisé dans l'opinion publique. Résultat, quand on demande aux Français, est-ce que l'Allemagne peut constituer un modèle économique et social pour la France, on a une majorité de Français qui dit oui, 56%. Mais quand on regarde un peu dans le rétroviseur et qu'on regarde ce que nous disaient les Français il y a quelques années, il y a moins de 10 ans, on était à 62%. Donc il y a une baisse assez spectaculaire. Et puis ensuite, on a décliné dans le sondage, on l'avait déjà fait il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, domaine par domaine. Tous les grands domaines où on juge de la politique menée par l'Allemagne, pour essayer de voir si on se dit que ça fonctionne bien ou mal. Là, on n'est même pas en benchmark, en comparaison par rapport à la France.
Et dans tous les domaines, les Français sont plutôt positifs parce qu'ils se comparent à notre pays quand même intérieurement et ils disent, bon, étant donné notre dette, nos déficits, notre angoisse, notre pessimisme, c'est pas si mal l'Allemagne. Mais à chaque fois, quand on regarde l'évolution dans le temps par rapport à 2023, donc il y a 2 ans, on perd 5 points, 6 points, 7 points. Je vous donne une illustration dans un domaine qui est important évidemment, qui est la politique économique. On est aujourd'hui à 68% des Français qui disent qu'ils ont une bonne opinion de la politique économique de l'Allemagne. On était à 75% il y a 2 ans. Oui. Donc, on est sur ce trend qui consiste à dire ce pays a été la référence pour les Français pendant 30 ans, 40 ans, où on regardait toujours l'Allemagne en se disant on aimerait bien être comme les Allemands, faire comme font les Allemands. Et puis, on entend un certain nombre de sujets. Il y a un domaine d'ailleurs où les Français, vous savez, sont très durs sur les questions d'immigration. Et il y a un domaine où on a une majorité de Français qui a une mauvaise opinion de la politique allemande, c'est sur les questions d'immigration notamment, où là, on ne les suit plus tellement. On le disait, les moteurs, ça c'est le modèle allemand qui est complètement mis à mal à la fois par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, par le ralentissement chinois, par la fermeture du marché chinois. Où est-ce qu'on en est ? Pardon, j'ai oublié, la politique énergétique, c'est le pire domaine. Politique énergétique à cause du nucléaire. Je vous ai dit l'immigration, c'est mitigé. Une fracture effectivement majeure. Politique énergétique, c'est majeur parce qu'on considère en France, et j'en finis pour laisser la parole à Pierre-Henri, mais on considère en France qu'ils se sont complètement plantés. Une très large majorité de Français, parce que les Français étaient attachés au nucléaire il y a quelques années, et depuis la guerre en Ukraine, alors c'est l'amour fou pour le nucléaire, et ils se disent, mais ils sont complètement fous, nos amis allemands, d'avoir renoncé au nucléaire pour se mettre à utiliser des énergies infiniment plus polluantes, et en se retrouvant dans les mains de puissances étrangères hostiles comme la Russie. Voilà, c'est deux décisions, c'est amusant, c'est 2 décisions d'Angela Merkel qui remontent à 2015, à la fois sur l'immigration et sur le nucléaire, qui ne sont pas passées et qui, à mon avis, ont effectivement déstabilisé tout le modèle allemand. Alors, nous, ce qui nous a intéressé, c'est beaucoup la défense, puisqu'on est au cœur de l'activité. Ce qui est assez fascinant, c'est que quand on voit ce que fait l'Allemagne, donc il y a un plan d'investissement. Donc ils ont fait sauter, vous savez, le fameux frein budgétaire, donc ils sont un peu moins orthodoxes, ils nous ont sorti un plan d'investissement de plus de 100 milliards d'euros dans l'armement, avec la création de monstre industriel, le plus gros étant Rheinmetall, qui est devenu une gigantesque entreprise, qui est en train de devenir une des plus grandes entreprises d'armement du monde. Et ça, moi, ça m'a beaucoup surpris. En fait, c'est quelque chose qu'acceptent les Français. Le réarmement allemand ne fait pas peur, et même plus loin, et c'est pour moi une des grandes surprises du sondage, c'est sur la dissuasion nucléaire, qui est une spécificité française. Absolument. Une majorité de Français sont prêts à partager cette dissuasion nucléaire avec l'Allemagne. Oui, ça veut dire que Je le mets en chiffres. Oui. 54% pensent que l'industrie européenne va bénéficier de ce réarmement de l'Allemagne. Voilà. On en a 1 sur 2 qui disent que ça leur fait peur, mais quand on regarde les tranches d'âge, c'est pas du tout pour les raisons qu'on pourrait imaginer, peur d'une 3e guerre en un siècle avec l'Allemagne. Non, c'est juste qu'ils ont peur que ça nous entraîne tous collectivement vers des tensions armées plus dures encore avec la Russie. Et puis, pour illustrer ce que disait Pierre-Henri sur le nucléaire, on a aujourd'hui 64% des Français, quasiment les 2 tiers, qui sont favorables à ce que l'on partage avec l'Allemagne notre capacité de dissuasion nucléaire. Donc, effectivement, on est dans une grande fraternité avec eux. Voilà, c'est intéressant parce que vous savez, dans quelques semaines, traditionnellement, le président de la République met à jour la doctrine de dissuasion. Et donc, on attend ce discours. Et donc, c'est assez intéressant parce que, alors, la question est un peu vague sur partage, ça ne veut pas dire décision, mais j'ai trouvé que c'était pour moi un tournant et une vraie surprise. Non, mais ça a des sujets géopolitiques majeurs mis sur la table depuis 1 an ou 2 déjà par Emmanuel Macron d'ailleurs, sur le partage ou pas de la dissuasion nucléaire. On reste dans l'ambiguïté stratégique, on ne sera jamais très clair là-dessus, mais il me semble que de facto, on sait que la France protège l'Europe, France seule puissance nucléaire avec la Grande-Bretagne, protège l'Europe de son parapluie, effectivement. Sur ce grand plan d'investissement que vous avez évoqué, Pierre-Henri de Menton, est-ce que c'est un game changer pour l'économie européenne, Philippe Trainard ? Il y a les 100 milliards d'investissements qui avaient déjà été votés précédemment sous Scholz pour l'armée, mais il y a
4 à 500 milliards pour les infrastructures et un autre plan à venir quasiment équivalent pour l'armée. Le fameux bazooka budgétaire annoncé par Merz, alors qu'on voit qu'il a un petit peu de mal au sein de sa coalition à le mettre en place. Mais est-ce que ce plan d'investissement profitera à l'ensemble de l'économie européenne, Philippe Trainard? C'est un game changer pour l'Allemagne, pour l'ensemble de l'économie européenne. Ça, il faut être un tout petit peu plus prudent. Est-ce que les contrats déborderont sur les autres économies européennes? Certainement en partie, mais jusqu'à quel point ceci demande à être vu. Il est beaucoup trop tôt pour aujourd'hui pour dire que nous allons en bénéficier ou en bénéficier largement. C'était un peu attendu comme le Messie, qu'on a vu ces 1000 milliards d'investissements arriver. Il est certain que pour la France, c'est toujours intéressant d'avoir l'Allemagne plutôt en déficit budgétaire ou avec un déficit budgétaire qui s'accroît pour des dépenses militaires ou quelle qu'en soit la cause, parce que quelque part, ça réduit l'écart dans la situation des finances publiques françaises par rapport à la situation des finances publiques allemandes. Je voudrais toutefois dire que pour la défense, il faut quand même mettre un petit bémol concernant l'Allemagne. Parce que nous sommes dans un pays qui va faire d'énormes dépenses de défense, comme il a été dit, mais ça reste un pays qui, du fait des conséquences de la Seconde Guerre mondiale, etc., reste relativement pacifiste, ne veut pas mener la guerre. D'ailleurs, culturellement, de ce point de vue, ça répond un petit peu aux inquiétudes de certains Français. C'est en train de changer quand même dans l'opinion publique allemande avec l'offensive russe. Écoutez, il y a peu d'années, on est sorti du Mali il y a peu d'années, nous avions un accord avec l'Allemagne. Imaginez-vous quand même que l'Allemagne nous offrait des transports par Transal à nos troupes, mais interdisait à des troupes armées de rentrer dans le Transal. C'était la doctrine de l'armée allemande, force de paix, de maintien de la paix. Une armée pacifiste. Donc on est quand même loin encore du grand changement et d'une Allemagne qui nous entraînerait dans une guerre avec la Russie, ce que bien évidemment l'Allemagne ne veut pas. Non seulement elle ne le veut pas, mais il y a une partie de son électorat qui n'en veut pas du tout, notamment l'électorat de l'Est, dont une partie a été habituée à une collaboration avec la Russie. Dernier point peut-être, si vous me permettez, pour revenir sur ce que nous avons dit, il y a effectivement deux faiblesses fondamentales, structurelles de l'Allemagne. La première, c'est l'énergie par rapport à la France, ce choix erroné, n'est-ce pas, de l'Allemagne. Malheureusement, nous lui avons un petit peu emboîté le pas. C'est quoi le choix erroné? Pardon, Philippe. Le choix erroné, c'est de tout miser sur l'éolien, le rejet du nucléaire et le charbon d'ailleurs, ou de se mettre dans les bras des Russes pour le gaz. Pour le gaz russe. Après ça, vous savez, quand vous rejetez totalement le nucléaire, les possibilités sont plus très nombreuses et les possibilités économiques sont même exclusives. Ça, c'est le premier point, je pense. Et d'ailleurs, nous avons eu le tort de suivre en partie l'Allemagne quand nous avons fermé Fessenheim, erreur absolue, n'est-ce pas, et dont on ne dira jamais assez combien elle a été dramatique et qu'il faut plutôt rapprocher aux erreurs qui ont été faites en France en 1936. Quand on ne fait pas l'armement de la France alors qu'il aurait fallu le faire. Il y a un peu de cela. C'était une décision politique vis-à-vis des écologistes, la fermeture de Fessenheim. Mais en même temps, à l'époque comme aussi, en Allemagne d'ailleurs. Et comme en Allemagne d'ailleurs, sous la pression des Verts. À l'époque, c'était pour les en 1936 et pour les pacifistes. Deuxième grand problème et faiblesse allemande, la démographie. Une démographie compensée par une forte immigration. Alors nous suivons l'Allemagne, mais avec beaucoup de retard, ce qui nous met dans une bien meilleure position que l'Allemagne. Mais l'Allemagne a un problème démographique majeur. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est son talon d'Achille. Bon, ça veut dire qu'on a quand même d'Achille de la coalition d'ailleurs. Alors, elle nous fait rêver cette coalition pour le coup par rapport à ce qui se passe en France. Mais ça patine un peu quand même, Pierre-Henri de Menton. Le Merz, le chancelier, quand il a fait campagne, il avait fait campagne pour une réforme des retraites. Et en fait, le contrat de coalition. Ensuite, la dernière réforme des retraites, elle remonte à 2007. Il y a on va dire cet effondrement démographique. Donc il y a une nécessité d'à nouveau faire une réforme des retraites en Allemagne. Je rappelle qu'on parle de 70 ans, tout est bloqué. Tout est bloqué. Le SPD bloque, etc. Donc il n'y a pas de chez nous. Les promesses électorales du chancelier ne sont pas tenues, puisque ensuite dans le contrat, c'est la faiblesse de ce système, dans le contrat de coalition, qui met toujours des semaines, des mois à se négocier. Il est ficelé de partout, il est bloqué de partout. Donc l'Allemagne, la coalition, ne permet pas d'engager des réformes structurelles. Donc on est dans un système très différent et avec une certaine forme de paralysie aussi, comme on peut le voir dans d'autres pays, notamment la France, pour différentes raisons. Avec, si vous m'autorisez, une différence majeure. Le système de retraite allemand n'est aujourd'hui
pas en déséquilibre. Le système de Français de retraite est aujourd'hui en déséquilibre majeur. C'est-à-dire qu'il est financé à coût de recettes parfaitement exotiques, voire la taxe Zuckman, dont on ne sait pas très bien quel est le lien avec les retraites françaises. En tous les cas, il faudra me le démontrer, avec des subventions d'équilibre, toutes choses qui conduisent au transfert du déficit du régime des retraites français vers l'État. Ce qui est un problème absolument majeur. Et au fond, nous rêvons. En Allemagne, il est possible de travailler jusqu'à 67 ans. Oui. Et manifestement, ça ne pose pas de problème de santé, de social majeur. En France, 64 ans, c'est quasiment un crime contre l'humanité. Et il nous tarde de revenir à 62 ans. Il est clair que la dérivée va exactement dans la mauvaise direction en France. Et elle reste, en dépit même de ce que vous dites, et qui est très vrai, des résistances qu'il y a en Allemagne d'aller plus loin que 67 ans, oui. Si nous pouvions être à 67 ans en France, ce serait quand même formidable. Ça leur fait rêver, ça, les Français, du côté du modèle allemand, la retraite à 67, voire 70 ans bientôt. En fait, le problème, c'est qu'on compare trop des choses qui ne sont pas, enfin, qu'on n'a pas le droit de comparer. En réalité, quand on dit on est à la retraite à 67 ans en Allemagne, alors qu'en France c'est à 62 ans, ça n'est pas vrai. Oui. C'est pas comme ça que ça se passe. Et les Français le savent bien. Donc il faut arrêter de dire ça, il faut comparer ce qui est comparable. Le principe en France, pour tout le monde, c'est la durée de cotisation. On doit cotiser 43 années. Comme on commence à travailler de plus en plus tard, et en général à 22, 23, 24 ans, en France, faites un petit calcul, tout simple, et vous voyez qu'en réalité, vous devrez partir à la retraite, normalement, quand vous avez commencé à 22 ans, à 65 ans, quand vous avez commencé à 23 ans, à 66 ans. Et je rappelle que la moyenne des départs en France est aujourd'hui à 63,5 ans. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop comparer. Et voilà. Ensuite, parce que j'ai dit ça, c'est pour ça que je vous le disais, on fait des baromètres sur les retraites avec Groupama très régulièrement, des gros baromètres tous les ans. Les gens nous disent, bah oui, on vieillit. La société vieillit, la démographie fait que, on sait, alors certains partis disent que non, mais les Français dans leur ensemble disent, on sait qu'on doit travailler plus longtemps et plus. Oui. Mais ce qui faisait la guerre sur la réforme des retraites et ce qui énerve toujours les Français, c'est qu'ils estiment, eux, qu'il y avait une règle du jeu qui était posée au départ et qui était juste et efficace à leurs yeux, qui est la durée de cotisation, et que le fait d'introduire, en plus de la durée de cotisation, ce qui n'existe pas dans les autres pays, le fait d'introduire en plus une histoire d'âge, d'abord on a parlé d'âge pivot au moment de la retraite à points, cher à Édouard Philippe, puis d'âge légal de départ, en disant mais tu n'auras pas le droit de partir avant 62 ans, même si tu as cotisé tes 43 ans, c'est quelque chose qui est insupportable aux gens. Donc le point de départ de l'erreur de cette réforme des retraites, l'erreur politique, j'entends, c'est soit d'avoir voulu introduire absolument à tout crin cette histoire d'âge, qui permet, on le sait, des avantages immédiats en termes de rentrée pour l'économie, et direct et indirect d'ailleurs, mais ça a été de vouloir imposer cela, ou bien, s'il fallait vraiment l'imposer, pour des raisons économiques, mieux expliquer aux Français pourquoi, en plus de la durée de cotisation, on allait introduire quelque chose qui est perçu comme une injustice, parce que quand on est cadre et aisé, en général, on commence à bosser tard, et donc, si on doit cotiser ses 43 ans, on partira bien au-delà de 64, alors que quand on est issu de catégories populaires et qu'on a commencé à bosser jeune, eh bien, au bout de... on peut partir à 62 ans, on va dire, ou à 63. Ce que vous êtes en train de nous dire, Gaël Slimane, c'est que cette réforme a été très mal expliquée. Elle a été, à mon avis, elle a d'abord été mal pensée, et ensuite mal expliquée, parce que vous rappelez-vous, la surprise, l'effroi même des responsables politiques porteurs de la réforme, quand ils ont découvert que ce qu'ils avaient mis en place allait pénaliser les femmes. Oui. Puisque chaque femme pouvait gagner une année, en gros, par enfant qu'elle avait eu. Et on reboucle avec nos sujets de natalité. Une des raisons pour lesquelles peut-être en France on est moins mal à l'aise en termes, on était et on est encore un peu moins mal à l'aise que l'Allemagne en termes de natalité. Peut-être qu'on peut aussi la chercher dans cette réforme des retraites et dans tout un tas de mesures sociales qui sont mises en place dans notre pays et que l'Allemagne n'a pas. Et donc tout ça a été mal pensé et a créé un sentiment d'injustice. Et c'est pour ça qu'en France, quand vous parlez de la réforme des retraites avec l'âge, alors que les gens étaient favorables à la réforme initiale, la réforme à points envisagée par Édouard Philippe, quand vous leur parlez de ça, vous les hérissez. Et vous savez, vous le savez vous évidemment, mais les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, qu'il y a presque la moitié des gens qui sont par les carrières longues, 40%, quelque chose comme ça, qui sont exclus de la réforme de 2023, mais personne ne le sait. Mais oui. Donc en fait, vous créez une réforme qui est moins efficace,
qui exclut plein de gens du champ, mais ceux qui en bénéficieront de cette exclusion ne le savent pas. Voilà, Allez, c'est pour ça que je pense que le système de retraite allemand ne fait pas rêver les Français pour répondre à la question. Ça, c'est sûr. Et ce qui est très curieux, c'est qu'on a un certain nombre vous parliez d'Édouard Philippe par exemple, qui continue à marteler sur l'âge légal, justement, en disant, regardez les Allemands, regardez les... Donc, oui, mais toute l'Europe en même temps est passée à 64, différentes réformes des retraites, dont la réforme Touraine, qui ont introduit un autre critère, qui est celui de la durée de cotisation. L'allongement de la durée de cotisation. Donc en fait, cet âge légal, effectivement, en Allemagne, ils envisagent encore de l'éloigner, de le porter peut-être à 70 ans. Ça fait rigoler en France, mais c'est un chiffon rouge. Effectivement, Gaël a tout à fait raison. Et moi, je suis très surpris qu'il y ait un certain nombre de politiques qui en ont fait un marqueur. Je voulais qu'on avance quand même.